Mon beau-père a essayé de saboter mon avenir parce que son fils était jaloux, alors j'ai coupé les ponts. Maintenant, ils sont revenus, et ce que j'ai fait les a laissés sans voix. Je suis un homme âgé de 20 ans et j'ai besoin de me libérer de ce poids énorme que je porte sur la poitrine. Je garde cette histoire pour moi depuis un certain temps, et après tout ce qui s'est passé récemment, je pense qu'il est temps de la partager. Petite mise en garde, ça va être long. J'utilise aussi mon compte secondaire parce que certaines personnes impliquées suivent mon compte principal. D'abord, vous devez comprendre d'où je viens pour saisir comment toute cette pagaille a commencé. Mon père était une véritable légende dans le domaine du développement logiciel, un de ces pionniers de la tech du début des années 2000 qui sont arrivés pile au moment où l'industrie explosait vraiment. Il travaillait dans l'une des grandes entreprises technologiques. Je ne peux pas dire laquelle pour des raisons de confidentialité, mais pensez à Facebook, Amazon ou Google. Mais voilà le truc, ce n'était pas un de ces pères absents et accros au travail comme on en entend souvent parler dans la Silicon Valley. J'ai ce souvenir très net de lui, quand j'avais environ 10 ans. Il devait être 8 heures du soir. Papa venait juste de rentrer d'une journée de 12 heures après avoir géré une énorme crise de production. Il avait l'air totalement épuisé, du genre à peine pouvoir garder les yeux ouverts. Mais moi, j'étais coincé sur des devoirs d'algèbre à rendre pour le lendemain. Et au lieu de s'écrouler sur le canapé ce qu'il aurait amplement mérité, cet homme s'est assis avec moi pendant 1 heure, m'a expliqué les concepts et a même transformé ça en une mini-leçon sur comment l'algèbre, c'est comme coder avec des variables. C'était simplement lui, toujours tourné vers mon avenir, toujours prêt à consacrer du temps. On avait ce vieux ThinkPad cabossé qu'il avait récupéré du programme de recyclage électronique de l'entreprise. Chaque week-end, il m'enseignait les bases de la programmation dessus. Il m'a fait commencer avec Scratch quand j'avais 8 ans, et à 11 ans, j'étais déjà sur Python. Il me lançait de petits défis de code, les transformait en jeux. Avec le recul, je réalise qu'il me donnait une véritable formation en informatique avant même que j'entre au collège. On n'était pas riches, mais on vivait confortablement. On habitait dans une jolie banlieue près de Boston, dans un bon district scolaire, tout ce qu'il faut. Maman était professeure d'anglais au lycée où elle l'est toujours d'ailleurs, mais on y reviendra. On formait une petite cellule familiale parfaite. Maman corrigeait ses copies à la table de la cuisine, papa m'enseignait la programmation sur le ThinkPad, et tous les vendredis soirs, on commandait des pizzas et on regardait des films de science-fiction, Star Wars, Star Trek, Blade Runner. Papa était un grand nerf, et fier de l'être. Puis tout s'est écroulé. Ça a commencé par des douleurs d'estomac étranges chez papa. Il les a ignorées au début au comportement typique chez les hommes, non? Mais maman a insisté pour qu'il aille se faire examiner. C'est là qu'on a reçu la nouvelle qui me hante encore aujourd'hui, cancer du pancréas de stade 4. Si vous connaissez un peu le cancer, vous savez que c'est pratiquement une condamnation à mort. Les médecins lui donnaient entre 6 et 12 mois. Il a tenu 6 mois. Mais même en train de mourir, cet homme pensait encore à l'avenir. Il avait déjà ouvert un fonds universitaire pour moi des années auparavant, mais là, il est passé en mode planification intensive, fiducie, assurance vie, tout était organisé dans les moindres détails. Il m'a même écrit une lettre que je ne devais ouvrir que lorsque je serais accepté à l'université. Rien que d'y penser, les larmes me montent aux yeux. La dernière véritable conversation que j'ai eue avec lui, c'était à l'hôpital. Il pouvait à peine parler, mais il a attrapé ma main et m'a fait promettre 2 choses, premièrement, que je ne cesserai jamais d'apprendre, et deuxièmement, que je prendrai soin de maman. J'avais 12 ans, j'essayais de faire le dur, mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. Après son décès, les choses ont été difficiles pendant un moment. Maman a pris un congé de son poste d'enseignante, et moi, je me suis plongé à fond dans les études. C'était comme si, puisque je ne pouvais plus avoir mon père physiquement à mes côtés pour m'enseigner, je pouvais au moins lui rendre hommage en apprenant tout ce que je pouvais. J'ai commencé à m'auto-former à des concepts de programmation plus avancés, je restais après les cours pour avoir de l'aide en maths, je rejoignais tous les clubs académiques possibles. Avec le recul, c'était probablement ma façon de gérer le deuil mais au moins, c'était productif. On s'en est plutôt bien sorti les premières années. L'assurance vie nous a permis de garder la maison, et maman a fini par reprendre son travail. On avait cette nouvelle routine, juste elle et moi. Elle m'aidait avec mes dissertations d'anglais, je l'aidais à comprendre comment utiliser Google Classroom. Franchement, comment les profs peuvent-ils autant galérer avec la technologie? Ce n'était plus comme avant, mais on y arrivait. Et puis maman a rencontré Marc, et bon sang, ça a tout changé. Elle l'a rencontré environ 3 ans après la mort de papa. Avec le recul, je vois tous les drapeaux rouges, mais à l'époque, je n'étais qu'un gamin de 15 ans essayant de gérer l'arrivée soudaine d'un inconnu dans nos vies. Ils se sont rencontrés via un groupe Facebook local pour parents célibataires. Ouais,
je sais, c'est déjà louche. Marc possédait une concession automobile en ville, un de ces endroits du genre acheter ici, payer ici qui cible les gens avec un mauvais crédit. Il se vantait d'être un entrepreneur, un autodidacte, mais honnêtement, l'endroit semblait plus douteux qu'un palmier en Antarctique. Le genre d'endroit où les compteurs kilométriques sont mystérieusement trafiqués et où les conditions de financement sont écrites en police taille 0,5. La première fois que je l'ai rencontré, il est arrivé chez nous dans une BMW en leasing. J'ai appris plus tard qu'il avait 3 mois de retard de paiement et il portait une de ces montres Omega Tap à accent grave-l'œil qu'on peut repérer comme fausse à des kilomètres. Mais maman? Elle a tout gobé. Elle se sentait seule, vous voyez, enseignée toute la journée, rentrer à la maison pour retrouver juste moi et mes manuels. Marc est arrivé avec son numéro de charmeur en costume cravate, l'emmenant dans des restaurants chics, lui offrant des fleurs ou une pure opération de séduction que je n'avais pas l'expérience de reconnaître à l'époque. Mais la cerise sur le gâteau? Son fils, Randy. Bon sang, par où commencer avec Randy? Imaginez chaque abruti de comédie pour ado concentré en une seule personne, puis enlevez-lui environ 50 points de QI. Randy avait 1 an de plus que moi, mais il avait déjà redoublé 2 fois. Il se baladait dans des fringues de marque que son père lui achetait, probablement avec de l'argent arnaqué à des clients dans sa concession. Il se comportait comme une sorte de Tony Montana des banlieues. Sa bio sur Instagram disait littéralement « Futur PDG, PDG égale président-directeur général », alors que la seule chose qu'il avait réussi à gérer dans sa vie, c'était d'éviter de trouver un boulot. Marc a emménagé chez nous après à peine 6 mois de relation avec maman. 6 mois. Et tout à coup, je devais partager ma maison avec ces 2 guignols. Randy a eu la chambre d'amis, juste à côté de la mienne, et c'est là que le vrai cauchemar a commencé. Ce type se mettait à hurler sa musique de rappeur SoundCloud raté à 2 heures du matin alors que j'essayais d'étudier. Il fouillait dans mes affaires quand je n'étais pas là. Une fois, je l'ai surpris en train de porter l'un des anciens sweatshirts du MIT égale Massachusetts Institute of Technology, de mon père, et j'ai failli péter un câble. Mais le pire, c'était son comportement avec mes amis. Un exemple, mon amie Sarah, ce n'est pas son vrai prénom, est venue chez moi pour bosser sur un projet de codage. Randy a passé tout son temps à rôder autour, à balancer des remarques dégueulasses, et ensuite il a fait courir la rumeur au lycée comme quoi elle était facile. J'ai dû arrêter d'inviter des amis à la maison à cause de son attitude flippante. Marc n'était pas mieux comme beau-père. Il essayait de me faire la leçon avec des conseils de vie condescendants qui commençaient souvent par « Maintenant, fiston ?» J'ai coupé court à ce fiston au direct. Je lui ai dit clairement que j'avais déjà un père, et que ce n'était pas lui. Son sujet préféré, c'était de dire que l'université est une arnaque et que je devrais apprendre le vrai business avec lui. Ouais, bien sûr. Parce que ta concession de voiture en train de crever, c'est évidemment l'équivalent de la Harvard Business School du monde réel, Marc. Le pire, c'était de voir maman changer. Elle avait toujours été une femme forte, indépendante, qui enseignait à ses élèves la littérature féministe et comment se défendre. Mais avec Marc, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle cherchait sans arrêt son approbation, riait à ses blagues stupides, et justifiait sans cesse le comportement de Marc et Randy. J'ai essayé de lui parler une fois. Je lui ai montré les plaintes du Better Business Bureau, organisme de régulation des pratiques commerciales, concernant la concession de Marc. Je lui ai parlé des agissements louches de Randy. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Qu'on devait leur donner une chance. Que Marc avait eu une vie difficile, et que Randy avait juste besoin d'une influence maternelle. Et moi alors? Ma vie difficile à moi? Le fait que j'ai perdu mon père, et que maintenant je doive regarder ce sous-produit de Jordan Belfort prendre le contrôle de notre maison. L'ambiance à la maison est devenue étrange, très vite. Marc et Randy passaient leur temps à hurler des conversations sur la hargne et l'esprit d'entreprise, leurs expressions favorites généralement en parlant de combines douteuses. Pendant ce temps, moi, j'étais dans ma chambre, à réellement bosser, à coder, à essayer de maintenir ma moyenne de 4,0, soit l'équivalent d'une moyenne parfaite. Le contraste était presque comique. Et attends, c'est pas tout. Marc a commencé à réorganiser nos finances familiales environ 1 mois après avoir emménagé. Il s'est mis à poser des questions à maman sur ses économies, sur mon fonds universitaire, sur tout. Il avait tout un discours prêt, sur comment il pourrait investir l'argent dans son entreprise et tripler nos revenus. Du grand art d'arnaqueur. Heureusement que papa avait eu la clairvoyance de sécuriser mon fonds universitaire dans une fiducie, sinon il aurait disparu plus vite que mon respect pour le jugement de maman. Et le coup de grâce? Maman s'est mise à s'éloigner de tout ce qui nous reliait à papa. Ses livres ont disparu des étagères du salon. Son vieux sweat MIT qu'elle portait souvent à la maison. Volatilisé.
C'était comme si elle essayait d'effacer notre passé pour faire de la place à cette nouvelle famille. Avec le recul, j'aurais dû voir venir ce qui allait arriver. La manière dont Marc avait ce regard calculateur dès qu'on parlait de mon avenir. La façon dont Randy lançait ses petites remarques mesquines sur le fait que j'étais un télo prétentieux, chaque fois que je réussissais un test. Ils étaient en train de poser les bases de ce qui allait devenir la plus grande trahison de ma vie. Pendant que Marc et Randy transformaient notre maison en cirque personnel, moi j'étais sur une mission. Avec du recul, je pense que j'ai poussé le concept de bosser dur à un niveau pas très sain. Mais quand t'as un rêve et un environnement familial toxique, tu fais tout pour t'en sortir. Ma routine quotidienne était dingue. Je me levais à 5 heures du matin pour éviter de croiser Randy et Marc dans la cuisine. Rien ne coupe l'appétit comme voir Randy s'enfiler des Lucky Charms en se vantant de sa dernière idée de business, qui impliquait généralement du dropshipping de fausses fringues suprêmes ou une arnaque TikTok du moment. Le premier cours commençait à 7h30, mais j'arrivais au lycée à 6h45 pour utiliser la salle informatique. Les ordis de l'école étaient antédiluviens, mais c'était toujours mieux que d'essayer de coder à la maison, où Randy me coupait sans cesse avec ses idioties. En plus, le calme du matin m'aidait à me concentrer. Le concierge, Monsieur Rodriguez, me laissait toujours entrer plutôt au big up à lui. Il m'apportait même parfois du café quand il me voyait lutter sur des séances de débogage particulièrement atroces. Ma charge de cours relevait presque du suicide scolaire, informatique avancée, AP Computer Science, calcul avancé, AP Calculus BC, physique avancée, AP Physique C, littérature et langue anglaise, AP Lagne, tu les nommes, je les avais tous. AP égale Advanced Placement, programme américain de cours avancés au lycée. La conseillère d'orientation a même essayé de m'en dissuader, disant que c'était trop de pression. Mais cette pression-là, ce n'était rien comparé au sermon quotidien de Marc sur le fait que l'intelligence académique ne vaut pas l'intelligence de la rue, alors même qu'il menait sa concession à la ruine. La partie vraiment difficile, c'était de tout concilier avec la préparation au SAT. Je ne pouvais pas me permettre ces cours de prépa hors de prix que tous les gosses de riches de mon lycée suivaient. Alors, je vivais littéralement à la bibliothèque municipale. Ils avaient ces vieux livres de préparation au SAT datant de 2015, mais bon, les maths restent les maths, non? Je restais là-bas jusqu'à la fermeture, juste pour éviter de rentrer à la maison. La bibliothécaire, Madame Chen, oubliait parfois d'annoncer l'heure de fermeture quand elle me voyait concentré sur des exercices encore et encore. Un immense respect à tous les adultes qui ont compris ce qui se passait et qui ont essayé de m'aider à leur manière. Mes scores au début étaient corrects, mais pas exceptionnels, 1380 à mon premier test blanc. Pas mauvais, mais pas assez pour viser la Ivy League. Alors, j'ai doublé mes efforts. J'ai commencé à faire ces sessions d'études marathon pendant les week-ends. Je passais un test blanc complet, je révisais chaque question que j'avais ratée, je créais des fiches pour chaque mot de vocabulaire que je ne connaissais pas. Au moment de passer le SAT final, j'ai atteint 1580. Quand j'ai reçu le résultat, j'ai littéralement pleuré dans les toilettes du lycée pendant une vingtaine de minutes. Pendant tout ce temps, Randy lâchait des petites remarques méprisantes, du genre que j'étais un lèche-bot ou un intello qui en fait trop. Il était sûrement jaloux, mais franchement, je m'en fichais. À chaque fois que lui ou Marc essayait de me rabaisser, je pensais à la photo de remise de diplôme de mon père au MIT, MIT égale Massachusetts Institute of Technology, et je continuais à avancer. Les activités extrascolaires, c'était encore un autre niveau de folie. En plus du club de codage, je faisais partie de l'équipe de débat, j'en suis même devenu capitaine en première. Je faisais aussi du bénévolat dans un programme local d'alphabétisation numérique pour personnes âgées, où j'enseignais aux seniors comment éviter les arnaques en ligne. Ironiquement, beaucoup de ce que je leur enseignais venait de ce que j'avais observé dans les pratiques commerciales de Marc. Et je bossais aussi à temps partiel dans un atelier local de réparation informatique. Maman, eh bien, elle essayait de me soutenir à sa façon. Elle me laissait le dîner dans le micro-ondes quand je rentrais tard après mes activités. Parfois, elle tentait de me parler de mes projets d'université, mais Marc l'interrompait systématiquement avec une histoire à propos d'un millionnaire autodidacte qu'il connaissait et qui n'avait jamais mis les pieds à la fac. C'était comme voir quelqu'un qu'on aime s'effacer lentement dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que je me tuais littéralement à la tâche pour faire de ce rêve une réalité, alors que Randy, lui, ne faisait rien. Genre, vraiment rien. Il a abandonné le Community College égale Institut d'enseignement supérieur local, en général sur 2 ans, après 3 semaines. Il prétendait que les profs étaient des jaloux qui ne comprenaient pas son état d'esprit d'entrepreneur. Et il passait ses journées à dormir ou à traîner dans la concession de son père, soi-disant pour apprendre le métier. Le métier de quoi? Faire couler un parc automobile en arnaquant les gens? Belle perspective de carrière.
Mais tu veux savoir ce qui me faisait tenir? Ces instants de calme le matin, accoudé dans la salle informatique du lycée, quand je sentais presque la présence de mon père derrière mon épaule, fier de ce que j'étais en train de construire. Chaque ligne de code, chaque problème de maths résolu, chaque note parfaite à un test, c'était une brique de plus dans mon plan d'évasion. Puis est arrivée la période des candidatures à l'université. Et là, mon Dieu, ce que ça a ouvert comme boîte de Pandore. Le 28 mars 2023. Je me souviens de la date, c'était le jour où tout a changé. C'était un mardi, vers 18h30. J'étais à ma place habituelle à la bibliothèque municipale, essayant de me concentrer sur des devoirs d'AP Physics, AP égale Advanced Placement, cours avancé, mais en réalité, je rafraîchissais frénétiquement ma boîte mail toutes les 30 secondes. C'était le jour des réponses des Ivy League. Et j'avais l'estomac noué comme s'il hébergeait une compétition olympique de gymnastique. J'avais postulé dans cette université. 3 de sécurité déjà acceptés. 3 cibles, j'avais reçu 2 réponses positives. Et mon université de rêve. Je vais rester anonyme ici, mais disons juste que c'est une de ces écoles où le taux d'admission est plus bas que la moyenne scolaire de Randy. Leur programme d'informatique est classé dans le top 3 au niveau national. Et leurs diplômés décrochent quasiment des offres d'emploi imprimées à la sortie. Alors je suis là, en train de transpirer à grosses gouttes, quand une notification de mail s'affiche. L'objet dit simplement « Mise à jour de votre statut de candidature ». Mes mains tremblaient tellement que j'ai cliqué 2 fois à côté avant de réussir à ouvrir le message. Et là, je vois ces mots magiques, félicitations. J'ai dû le lire 5 fois avant d'y croire. Madame Chen, la bibliothécaire, a sans doute cru que je faisais une crise, parce que je suis resté complètement figé pendant une bonne minute. Puis j'ai éclaté en sanglots. Pas les larmes discrètes façon virile, non. Les gros sanglots bien moches. En plein milieu de la section de référence. Madame Chen est venue voir si tout allait bien, et quand je lui ai montré le mail, elle m'a carrément pris dans ses bras. Elle a même versé quelques larmes. Elle avait vu à quel point j'avais travaillé dur, à rester là jusqu'à la fermeture presque tous les jours pendant 2 ans. Elle m'a dit qu'elle allait encadrer l'article du journal local le jour où je recevrais mon prix Nobel. Sans pression 1. J'ai évidemment appelé maman en premier. Elle était encore au lycée, en train de corriger des copies dans sa salle de classe. Quand je lui ai annoncé, elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle m'a dit qu'elle rentrait tout de suite pour fêter ça. Pendant un instant, juste un instant, c'était comme autrefois. Comme le jour où j'avais gagné la foire scientifique de l'État au collège, et que papa nous avait emmenés tous les 3 manger une glace. Je suis rentré vers 19h30, et maman était déjà là. Elle avait acheté du champagne pas du haut de gamme, mais quand même et elle dansait littéralement dans la cuisine. Elle ne cessait de me serrer dans ses bras en disant combien papa serait fier. C'était parfait. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Marc et Randy sont rentrés vers 20h. Ils étaient à la concession, probablement en train de chercher comment faire passer une Honda Civic avec 200 000 km pour une voiture soigneusement utilisée par une gentille mamie juste pour aller à l'église le dimanche. Maman était en pleine danse de la joie quand ils sont entrés. Et je te jure, la température dans la pièce a chuté d'au moins 20 degrés. Marc a fait ce truc où il essaie d'avoir l'air préoccupé, mais finit juste par avoir l'air constipé. Il m'a demandé quand j'avais postulé, combien ça allait coûter, toutes sortes de questions sauf me féliciter. J'ai expliqué l'existence du fonds universitaire que papa avait prévu, pensant que ça réglerait la discussion. Grosse erreur. Le visage de Marc a fait un espèce de tressaillement étrange. Il a regardé maman et a dit « Ah, cet argent », comme s'il y pensait depuis un moment. Et avec le recul, il y pensait sûrement depuis longtemps. Ensuite, il a commencé à raconter n'importe quoi, disant que j'aurais dû les inclure dans mes plans, apparemment parce que j'avais besoin de leur permission pour candidater à l'université. Randy, fidèle abruti de soutien émotionnel, a enchaîné en disant que c'était injuste que je me vante, alors que lui avait choisi d'aller au community college pendant 3 semaines, tu te souviens? Parce qu'il comprenait la valeur de commencer petit. Le même gars qui avait tenté de convaincre Marc de lui acheter une Tesla parce que, je cite, c'est un investissement dans ma marque personnelle. Mais le vrai coup de poignard est arrivé plus tard dans la nuit. Maman est entrée dans ma chambre vers minuit, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Ces 3 mots qui ne mènent jamais à rien de bon. Il s'est avéré que Marc prévoyait d'utiliser mon fonds universitaire pour agrandir la concession. Il avait toute une présentation prête sur la façon dont il pouvait tripler l'argent en 2 ans. Maman, apparemment, le faisait patienter en disant qu'il fallait attendre le bon moment. Mais maintenant que j'avais été accepté quelque part, la merde a commencé à frapper le ventilateur.
Marc lui avait donné un ultimatum, soit elle me convainquait de reconsidérer mon choix d'université et de le laisser investir l'argent, soit il a eu quelques mots bien choisis au sujet de leur mariage. Et maman, ma propre mère, était là à me demander de penser à la famille. Quelle famille? Celle où mon beau-père essayait de voler le dernier cadeau que mon père défunt m'avait laissé? Celle où mon demi-frère passait ses journées à faire des TikTok sur son futur de millionnaire, sans rien apporter de concret à la société? Cette famille-là? J'ai montré à maman la lettre que papa m'avait écrite, celle que je devais ouvrir quand je serais accepté à l'université. Dedans, il disait à quel point il était fier de moi, qu'il savait que je ferais de grandes choses, que l'argent qu'il avait économisé était sa façon de s'assurer que je puisse poursuivre mes rêves sans avoir à m'inquiéter des dettes. Maman l'a lu, a pleuré encore, mais elle insistait toujours pour qu'on trouve un compromis. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'université. C'était un choix entre les rêves de mon père pour moi et la nouvelle vie de ma mère, entre mon avenir et le dernier plan foireux de Marc pour s'enrichir, entre qui je voulais être et ce que voulait que je devienne. Et laissez-moi vous dire, ce qui est arrivé ensuite ferait passer Game of Thrones pour une dispute de cour de récré. Le matin suivant mon acceptation, je me suis réveillé et j'ai trouvé Marc assis à la table de la cuisine avec une pile de papier devant lui, comme s'il allait diriger une réunion de conseil d'administration. Maman était là aussi, avec une mine fatiguée, triturant nerveusement sa tasse de café, celle que papa lui avait offerte à la boutique du campus du MIT égale Massachusetts Institute of Technology. Voir cette tasse dans ce contexte m'a donné la nausée. Marc avait préparé une vraie présentation PowerPoint. J'aimerais que ce soit une blague. Ce type avait vraiment fait un diaporama intitulé « Planification financière familiale, une approche stratégique du succès collectif ». Avec le recul, je dois reconnaître l'audace d'essayer de voler mon fonds universitaire en parlant comme un cadre supérieur. La présentation était exactement ce qu'on attendrait de quelqu'un qui a appris la stratégie d'entreprise sur les vidéos de gourous de la motivation sur YouTube. Plein de clipards, des graphiques montrant une croissance exponentielle, des mots à la mode comme « synergie » et « pénétration du marché », et absolument zéro donnée financière concrète pour appuyer ses affirmations. Son grand plan? Utiliser mon fonds universitaire pour acheter un second site de concession, qui était justement en train de faire faillite. Parce que, évidemment, la solution pour une entreprise qui coule, c'est d'en acheter une autre. Je suis resté là, assis pendant 30 minutes à regarder cet homme m'expliquer comment il pouvait transformer l'argent que mon père avait épargné avec soin en un empire familial. Chaque diapositive était une insulte à la mémoire de papa. Le pire, c'était de voir maman hocher la tête de temps en temps, en lançant même des remarques du style « Marc connaît vraiment le marché » ou « C'est une super opportunité pour nous tous ». Quand il a enfin terminé, Marc s'est adossé sur sa chaise avec cet air satisfait, comme s'il venait de présenter le prochain modèle économique d'Amazon. Puis il m'a balancé le coup final, « Alors, champion ?» Il m'appelait toujours comme ça quand il voulait manipuler. « Que penses-tu de prendre une année sabbatique? Laisse le business grandir, et ensuite on pourra reparler de la fac. » J'ai craqué. Littéralement craqué. Je lui ai dit ce que je pensais de ses compétences en affaires, que j'avais consulté la note BBB égale Better Business Bureau, de sa concession, F, au cas où il se posait la question. Que je savais pour les plaintes déposées contre lui pour fraude au compteur kilométrique. Que son site actuel avait 3 mois de retard de loyer. Merci aux archives publiques et aux cours de droit des affaires que j'avais choisis en option. Le visage de Marc est passé par tout un spectre d'émotions fascinants, de suffisant, à choqué, à furieux. Randy, qui traînait dans l'encadrement de la porte depuis le début, a commencé à se gonfler le torse comme s'il allait intervenir. Mais je n'en avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le mail que j'avais reçu la veille au soir de l'avocat de mon père. Oui, je l'avais contacté juste après la visite de maman à minuit. Je ne suis pas né de la dernière pluie. L'avocat avait confirmé ce que je soupçonnais déjà, la fiducie était blindée. Marc n'avait aucun droit légal sur cet argent. Et toute tentative de me forcer, moi ou maman, à le lui céder pourrait être considérée comme criminelle. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Marc s'est mis à hurler que j'étais en train de détruire la famille avec mon attitude égoïste. Sacrée parole venant d'un type qui essayait de voler les économies d'un homme mort à son propre fils. Randy s'est joint à lui, m'insultant de tous les noms possibles. Maman restait assise là, les larmes coulant sur son visage, murmurant parfois qu'il fallait trouver un compromis. Je l'ai regardé et je lui ai dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, « Maman, que penserait papa s'il te voyait maintenant ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis Marc a tenté sa dernière carte. Il s'est tourné vers maman et a dit, « Il est temps de faire un choix. Soit ton fils apprend à travailler en équipe, soit... » Il a laissé la menace planer.
Mais on savait tout ce qu'il voulait dire. Maman s'est levée lentement, et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai cru qu'elle allait enfin lui tenir tête. Mais elle m'a regardé avec des yeux tristes et a dit, peut-être qu'on pourrait regarder des universités plus proches, quelque chose de plus abordable. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Pas seulement mon rêve d'aller dans l'université de papa. Mais aussi ma relation avec maman, telle que je la connaissais. Elle avait choisi Marc. Choisi l'illusion de sécurité qu'il lui offrait plutôt que l'avenir de son propre fils. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout. Je n'étais pas assez bête pour leur faire comprendre que je partais définitivement. Juste l'essentiel, mon ordinateur, quelques vêtements, le Sweat MIT de papa, et surtout tous mes documents importants que j'avais déjà réunis, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, etc. Encore une fois, ce n'était pas mon premier rodéo. J'ai appelé mon meilleur ami Jake, dont les parents m'avaient toujours traité comme leur propre fils. Ils n'ont même pas hésité, m'ont dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Le père de Jake, un ancien marine qui avait vu suffisamment d'abus dans sa vie pour les reconnaître, a simplement dit, prépare tes affaires, fiston. On a une chambre libre. Les jours suivants ont été un tourbillon de rendez-vous juridiques, de visites à la banque et de paperasse. Maman continuait d'essayer de me raisonner, alternant entre chantage affectif, comment peux-tu me faire ça? Et promesse, on peut arranger ça en famille. Marc passait d'intimidation à de fausses tentatives de réconciliation. Randy me lançait des regards noirs à chaque fois qu'on se croisait, probablement parce qu'il réalisait que le ticket repas de son père était en train de foutre le camp. Mais tu veux savoir le plus dingue dans tout ça? Au milieu de ce chaos, je ressentais une clarté absolue. Je ne me battais plus seulement pour un fonds universitaire. Je me battais pour l'héritage de mon père. Pour mon avenir. Et surtout, pour moi. Le jour où je suis enfin parti, j'ai jeté un dernier regard à maman. Elle était debout dans l'encadrement de la porte, en pleurs, me suppliant de rester. Marc était derrière elle, essayant d'avoir l'air inquiet, mais probablement déjà en train de réfléchir à comment raconter l'histoire aux voisins. J'ai juste dit, papa serait déçu, et je suis parti. Tu vois, dans les films, le héros est accepté dans l'école de ses rêves et tout devient parfait. Ouais, la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Ces premiers mois ont été parmi les plus durs de ma vie. Emménager dans ma résidence universitaire était bizarre. Les autres étudiants avaient toute leur famille pour les aider à déballer, prendre des photos, pleurer parce que leurs bébés grandissent. Moi, j'avais Jake et ses parents. Ne te méprends pas, ils ont été formidables. Mais voir les autres familles dire au revoir, c'était une autre claque. Maman m'avait envoyé un texto pour demander si elle pouvait venir. Je ne lui ai jamais répondu. Puis il y a eu Sarah ou une autre Sarah, différente de celle du lycée. Les noms sont changés. Je l'ai rencontrée en algèbre linéaire. C'est une véritable génie, capable d'expliquer les concepts mathématiques les plus complexes comme si elle enseignait à des enfants de maternelle. On a commencé à sortir ensemble au second semestre. C'est à elle que j'ai raconté toute l'histoire en premier. Je lui ai raconté toute l'histoire. À propos de maman, de Marc, de tout. Elle a juste écouté, sans me juger, puis elle m'a aidé à écrire un algorithme de tri à 3 heures du matin, parce que c'est ce dont j'avais besoin pour me changer les idées. Mais la vie a une façon bien à elle de ne pas te laisser oublier ton passé. Maman n'a pas cessé d'essayer de me recontacter. Carte d'anniversaire, carte de Noël, texto au hasard pour demander comment j'allais. La plupart sont restés sans réponse. Les rares fois où je répondais, c'était juste « je vais bien » ou « merci ». Chaque message, c'était comme gratter une croûte qui n'avait pas encore guéri. Puis est arrivée la saison des stages. Obtenir un stage chez un fan égale Facebook, Amazon, Netflix, Google, c'est comme gagner à la loterie tout en résolvant un Rubik's Cube les yeux bandés. Et pourtant, j'ai réussi. J'ai reçu l'offre pendant mon cours d'algorithme. Le salaire dépassait probablement ce que Marc gagnait en 3 mois à sa concession. J'ai appris plus tard par la mère de Jake que la concession de Marc avait enfin coulé. Apparemment, il avait tenté un montage financier douteux qui avait lamentablement échoué. Randy travaillait dans un magasin de vapotage, tout en parlant encore de devenir un futur entrepreneur. Maman enseignait toujours, mais sa relation avec Marc était tendue. Le stage en lui-même? Incroyable. J'ai passé l'été à construire de vrais produits que des millions de gens allaient utiliser. Mon responsable d'équipe était un ingénieur chevronné qui me rappelait énormément papa. Même passion pour le mentorat, même blague nulle de papa. Le dernier jour, il m'a pris à part et m'a proposé une offre de retour après l'obtention de mon diplôme.
Le package de rémunération m'a fait monter les larmes aux yeux. Ce soir-là, maman m'a envoyé un texto pour me féliciter. Il se trouve que mon chef de projet la connaissait via un réseau de professeurs et avait mentionné mes performances. Elle a dit qu'elle voulait me rendre visite pour arranger les choses. Qu'elle avait des choses à me dire. J'ai fixé ce message pendant des heures. Une partie de moi voulait l'ignorer comme tous les autres. Mais une autre partie se souvenait de ce petit garçon qui corrigeait des copies avec elle à la table de la cuisine. Qui l'aidait à comprendre comment utiliser Google Classroom. Qui voulait juste retrouver sa mère. Finalement, j'ai répondu, d'accord, mais on se voit selon MES conditions. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard, tout ce que tu veux. Je veux juste te voir. La vie a parfois un sens du cercle bouclé. 4 ans après avoir quitté la maison avec rien d'autre qu'un sac à dos et un rêve, je me suis retrouvé assis dans un café près de mon appartement, à attendre ma mère. La même mère qui avait choisi son mariage en ruine plutôt que mon avenir. Qui avait essayé de me convaincre d'abandonner mes rêves pour les combines de marque. J'avais choisi cet endroit avec soin, terrain neutre, suffisamment public pour que la conversation reste civile, suffisamment intime pour avoir une vraie discussion. Et en plus, leur café glacé est pas mal. Sarah avait proposé de rester dans le coin, juste au cas où, mais c'était quelque chose que je devais gérer seul. Quand maman est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait perdu du poids, semblait plus vieille. Fini la professeure de lycée confiante que je connaissais. La femme qui s'approchait de ma table avait l'air épuisée. Elle portait le vieux sweat du week-end des parents du MIT de papa, celui que je pensais que Marc avait jeté il y a des années. Les premières minutes ont été terriblement gênantes. Des banalités sur la météo, sur mes cours, les trucs classiques de maman. Mais il y avait cette tension sous-jacente, comme si on marchait tous les deux sur un champ de mines de choses non dites. Puis elle a pris une grande inspiration et a dit « Marc m'a quitté ». Pas exactement une surprise. La mère de Jake m'avait déjà tenu au courant des potins du quartier. Apparemment, après la faillite de la concession, Marc avait tenté une arnaque avec des crypto-monnaies. Bien sûr qu'il l'a fait. Quand ça a échoué, il est parti, laissant maman avec une montagne de dettes et un mariage brisé. Mais ensuite, elle a lâché la vraie bombe, il n'a jamais voulu investir ton argent d'université dans l'entreprise, a-t-elle dit en fixant son café. Il voulait l'utiliser pour rembourser des dettes de jeu, la concession n'était qu'une façade. Il empruntait de l'argent à des gens dangereux. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, la pression constante à propos de l'argent, les plans désespérés, sa panique quand j'ai été accepté à l'université. Marc n'était pas juste un homme d'affaires raté. Il menait une toute autre opération. Maman a commencé à pleurer. Pas les larmes manipulatrices que j'avais déjà vues, non. De vrais sanglots bruts. Elle m'a tout raconté, comment Marc l'avait menacé quand elle avait refusé de signer la cession de ma fiducie, comment il volait de l'argent à la concession, comment Randy était impliqué dans des affaires vraiment douteuses dans son garage. J'avais peur, a-t-elle dit. Pas seulement de Marc, mais d'être seule après la mort de ton père. Je pensais que je ne trouverais plus jamais quelqu'un. Marc avait l'air si compétent au début. Quand j'ai compris ce qu'il était vraiment, j'étais déjà trop impliqué. Mais ça ne justifie pas ce que je t'ai fait. Je suis resté là, à digérer tout ça. Une partie de moi voulait rester en colère, lui rappeler chaque fois où elle avait choisi Marc plutôt que moi. Mais en la regardant maintenant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. La même perte, la même solitude que j'avais ressentie toutes ces années. J'ai trouvé ça en rangeant les affaires de Marc, a-t-elle dit en sortant une enveloppe usée. À l'intérieur, une lettre de papa, datée d'une semaine avant sa mort. Il l'avait écrite à maman pour lui demander de protéger mon avenir. De faire en sorte que j'ai les chances qu'il s'était tué à me préparer. Elle ne l'avait jamais montré à Marc. Je l'ai trahi, a-t-elle murmuré. Je vous ai tous les deux trahis. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris celle de ma mère. Tu ne l'as pas trahi, j'ai dit. Tu es là maintenant. On a parlé pendant des heures. De vraies discussions. Pas les trucs en surface de ses textos ou de ses appels. Elle m'a raconté sa thérapie, la reconstruction de sa vie après Marc. Je lui ai parlé de la fac, de Sarah, de mon offre d'emploi. Pour la première fois depuis la mort de papa, on avait vraiment l'impression de se voir. Puis je lui ai demandé quelque chose qui me hantait depuis des années, pourquoi tu ne t'es pas battu plus pour moi quand je suis parti? Elle a serré ma main et a dit, parce que tu me rappelais tellement ton père. Il ne transigeait jamais sur ce qui était juste, même quand c'était difficile. Quand tu t'es opposé à Marc, j'ai vu ton père en toi. Je savais que tu t'en sortirais.
Mais tu savais que je n'allais pas bien, j'ai dit. Non, a-t-elle admis. Mais maintenant je vais mieux. Et j'aimerais faire à nouveau partie de ta vie. Si tu veux bien. C'est là que je lui ai annoncé ma nouvelle, je venais de signer pour une petite maison près de mon nouveau travail. Rien de luxueux, mais il y avait une chambre en plus. Elle est à toi si tu veux, j'ai dit. Nouveau départ. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois en souriant. Elle a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose, elle suivait des cours de programmation en ligne. Je me suis dit qu'il était temps de comprendre pourquoi tout le monde en parle autant, a-t-elle dit. Peut-être que tu pourrais m'aider un jour. Et juste comme ça, quelque chose s'est réenclenché. Pas comme avant trop de choses s'étaient passées pour ça mais quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. On y travaille encore. Maman a emménagé le mois dernier. Elle a trouvé un poste d'enseignante dans une école du quartier. Et le soir, je l'aide avec ses devoirs de programmation. Parfois, quand on est tous les deux debout tard à bosser, j'ai presque l'impression de revivre ces soirées de lycée, à corriger des copies et déboguer ensemble. La semaine dernière, elle a accroché la photo de remise de diplôme de papa au MIT dans sa nouvelle chambre. À côté, elle a mis ma lettre d'admission à l'université. Un rappel, a-t-elle dit, de ce qui arrive quand on croit en soi. Quant à Marc et Randy, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils montaient une arnaque NFT douteuse en Floride. Bon débarras. Sarah pense que je suis fou d'avoir donné une seconde chance à maman. Peut-être bien. Mais tu sais quoi? Parfois, les problèmes les plus complexes n'ont pas de solution simple et élégante comme dans le code. Parfois, il faut déboguer en chemin, réparer ce qu'on peut, et espérer que le programme tournera mieux la prochaine fois. Mon père m'a appris à toujours avancer, à ne jamais abandonner ce qui est juste. Ma mère, malgré ses erreurs, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et moi? J'ai appris que grandir, c'est aussi savoir pardonner sans oublier. Aujourd'hui, je ne vis peut-être pas la version parfaite du rêve que j'avais. Mais je vis une version honnête. Une vie construite avec du courage, des cicatrices et de l'amour retrouvé. Et si mon père me voyait aujourd'hui, je crois qu'il ne serait pas seulement fier de ce que je suis devenu. Il serait fier que, malgré tout, j'ai choisi de continuer à aimer.